J'ai découvert le quartier en construction, donc en 71-72. À l'époque, j'étais étudiant aux Beaux-Arts de Grenoble. Je faisais beaucoup de photographies. Et j'étais venu pour photographier l'événement de la construction du quartier de Villeneuve sur les lieux des Jeux Olympiques. C'était un ensemble qui était assez attirant pour qu'un étudiant puisse aller faire des photos là-bas. Moi, j'habitais pas le quartier à l'époque. Il n'était pas construit. J'habitais à Cessiné. Euh, Comment je suis venu à Villeneuve ensuite? Eh ben, j'avais un ami qui était musicien et qui avait travaillé comme vacataire fin 73, pardon, fin 74, comme vacataire pour Daniel Populus à Vidéogazette, qui m'en parlait. Et il me disait, mais j'ai trop de boulot, j'ai pas le temps, je ne peux pas continuer à faire cette vacation. Il y avait peut-être une vingtaine d'heures par semaine. Donc il faut que ce soit toi qui me remplace. Et donc j'étais venu, fin 74, travailler avec lui dans ces studios-là, mais sans que Daniel Populus soit au courant qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était en train de prendre la place. C'était un petit peu le côté improvisé de l'époque, hein. Et donc j'ai commencé à me former avec le matériel analogique de l'époque, surtout en son, parce que j'avais aucune formation en son. Et dès que j'étais à peu près au point, il est allé dire à Daniel Populus, écoute, à partir de janvier, c'est plus moi, c'est Pierre qui fera ça. Daniel Populus, ah, pas de problème. Et donc j'ai démarré comme ça, à partir de janvier 75 jusqu'à juin 75, j'ai eu 5 ou 6 mois de vacations. Je travaillais auprès de Marie-France Motte. Donc je travaillais dans les locaux de Vidéogazette avec le matériel photo et le matériel son. Et j'avais pour mission de monter des programmes, enfin des montages audiovisuels, diapos son, qui étaient utilisés à des buts d'alphabétisation avec Marie-France Motte pour des femmes étrangères qui s'installaient dans le quartier. Voilà. Donc ça, c'était mes premiers pas dans Vidéogazette. Alors, une impression d'effervescence, de ruche. C'est-à-dire on se rendait compte qu'il y avait tout le temps du monde qui travaillait, le jour, la nuit, enfin la nuit, au moins tard le soir. Il y avait beaucoup de monde qui se croisait. Il y avait un brassage de compétences aussi. Moi, je me rends compte que, avec le recul, à l'époque, j'avais l'impression de savoir beaucoup de choses en photo. Maintenant, je me rends compte qu'à l'époque, je ne savais pas grand-chose. Mais je pense que à l'époque, on s'intéressait aussi à la façon de faire, d'être, de s'intéresser à certaines techniques, à certains médias. Et que finalement, j'étais assez bien à ma place parce que si techniquement je ne savais pas grand-chose, j'arrivais à faire des choses avec les femmes qui se formaient, avec les collègues de Vidéogazette. Et il y avait un brassage qui faisait que on faisait des choses innovantes, nouvelles, ça bougeait tout le temps, c'était toujours nouveau. Par contre, il n'y avait pas vraiment d'organisation, ça allait, ça venait. On développait, on développait les photos dans l'atelier qui étaient pas tellement organisées, il y avait plein de monde qui y venait, c'était pas en très bon état, mais ça fonctionnait, ça tournait. Il y avait une grosse production qui sortait de là. C'était enthousiasmant, hein. C'était quelque chose, une effervescence créative. Donc c'est ça que je retiens. Une époque, peut-être les dernières grandes envolées avant la normalisation. Après, il a fallu normaliser, il a fallu faire des lieux où on respecte certaines normes. À l'époque, tout le monde venait, entrer, collaborer. C'était très libre, voilà, très libre. Et de ce côté-là, c'est quelque chose qui... On se dit maintenant, ce n'est plus possible aujourd'hui. C'est plus quelque chose qu'on pourrait imaginer avec à cette échelle-là. Alors peut-être, ce que je raconte, c'est sans doute beaucoup plus dans ce que je faisais en photographie à l'époque qu'avec la vidéo même, où là, il y avait un programme, il y avait des heures de projection. Il ne faut peut-être pas généraliser ce que je dis à la photo, le transposer à ce que... La vidéo, je ne l'ai pas tellement vu marcher. Je travaillais à l'atelier, qui était un peu en dehors, à l'atelier photo, et sur les
le matériel de mixage son qui était ici. Oui, j'avais des relations, mais on se voyait pas souvent, hein. C'était pas mon chef, hein. En fait, j'étais très autonome. Je reportais les choses à Marie-France Motte. Après, je croisais Daniel Populus, on échangeait quelques mots, mais c'est pas lui qui me donnait la direction. La direction, c'était moi qui l'ai. Voilà, je disais à Marie-France, voilà, on pourrait faire un montage audiovisuel comme ça. Ah oui, tiens, on en parlait, et puis hop, c'était parti. Donc Daniel Populus, Guy Diard, oui, c'est les gens que je croisais. Et voilà, c'était. J'étais pas vraiment dans l'équipe à l'époque. Voilà. Alors ça, je pourrais rien dire là-dessus parce que d'une part, j'étais très jeune. J'avais 18 ou 20 ans et à l'époque, à 18 ou 20 ans, on pouvait ne pas être mûr, hein. J'ai l'impression d'être vraiment encore étudiant. Et d'autre part, j'étais vacataire, donc j'étais embauché par l'AEPASC, hein, j'étais pas dans l'équipe Vidéogazette. Donc le projet culturel ou politique de Vidéogazette, je ne le connaissais pas. C'est un lieu où je venais, où il y avait du travail. Voilà. Donc ça, je ne pourrais pas en dire. Je ne me rends pas compte. C'est après que je me suis rendu compte de la dimension politique que ça pouvait avoir. Mais à l'époque, c'était une ruche, et j'étais une des abeilles. Voilà. C'est tout ce que je ressens, ce que je ressentais. Ben, je me dis que j'ai loupé quelque chose, parce que j'ai pas saisi à l'époque la dimension que ça avait eu. Donc c'est quelques années après la disparition de Vidéogazette, où là je travaillais au centre du visuel, donc dans les murs et les locaux, et une partie de l'équipe, que je me suis rendu compte ce que ça avait été. Mais sans pouvoir vraiment le préciser. Je suis pas assez. Alors, en 75, je suis venu habiter le quartier. J'ai dû arriver en 76 et fin. Alors, à l'été 75, la mission avec Marie-France Motte, pour moi, s'est arrêtée. C'était les vacances, donc ma vacation était terminée. Et à la rentrée, je pensais pouvoir reprendre quelque chose qui ne s'est pas fait. Du coup, je suis allé à la FNAC qui venait d'ouvrir à Grand Place, à côté. J'ai demandé s'il cherchait un vendeur photo. On m'a dit oui. J'ai commencé le lendemain. Voilà, ça aussi, c'est l'époque, hein. Les recherches d'emploi, c'était autre chose que maintenant. Et donc, j'ai été vendeur photo, photo-cinéma à la FNAC, à l'ouverture en 75 à Grand Place, pendant un peu plus d'un an. Et puis un jour, ça devait être en mars 76, Jean Miguet, que je connaissais bien par Vidéogazette, hein, passe à la FNAC et me dit on cherche quelqu'un pour animer l'atelier photo, on voudrait relancer l'activité au centre du visuel. Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un? Et donc je lui dis moi ça m'intéresse beaucoup. Il me dit mais j'ai même pas pensé à toi. Mais oui, bien sûr. Et quelques jours après, je travaillais donc ici au centre du visuel comme responsable de l'atelier photo. Voilà un petit peu le trajet. J'y suis resté jusqu'à fin 89, jusqu'à l'été 89. En 89, je suis parti reprendre des études. Voilà, j'ai fait une reprise d'études. En 88, j'avais lancé un ensemble d'expositions, de stages que j'avais intitulé Pour une maison de la photographie à l'époque. Et puis, j'étais un très mauvais communicant. Enfin, on a lancé des actions comme ça. Et bon, je ne suis pas arrivé à prendre la mayonnaise pour qu'il y ait une vraie maison de la photographie à l'époque. Il faut dire que c'était sans doute un peu tôt aussi dans l'esprit des élus, de lancer une idée pareille. Les maisons de photographie sont arrivées plus tard.
un peu partout en France, mais pas dans les années 80. Voilà, donc je me suis rendu compte que j'avais pas réussi mon projet, et je me suis dit, je vais reprendre des études de communication. Donc je suis parti 1 an faire des études, et j'ai démissionné à la fin de mes études. Donc j'ai quitté le centre du visuel en 90, je pense. Ouais, ça doit être ça, 90. Donc j'y suis resté 14 ans. C'est ça, quand je viens m'installer dans le quartier, c'est la fin à peu près de l'expérience Vidéogazette. Du coup, je ne l'ai pas vécu vraiment comme professionnel, parce que j'étais un peu à côté, parce que j'étais à mi-temps, parce que j'étais vacataire, parce que j'étais jeune, que j'avais aussi d'autres occupations, je faisais beaucoup de vélo, je faisais beaucoup de sport, et bon voilà. Et, euh, et je ne l'ai pas eu non plus en tant qu'habitant, parce que quand je suis venu habiter ici, c'était la fin. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal à en parler, parce que quand même d'abord c'est un souvenir assez ancien, et que je n'ai pas été suffisamment impliqué là-dedans. Oui, oui, on parle d'expérience, et en même temps on tourne la page, c'est-à-dire on passe d'une politique de production collective à une politique de formation qui est quand même bien différente, avec une équipe restreinte, avec besoin de gérer un budget. Donc le centre du visuel réutilise les locaux, réutilise l'expérience, mais à des fins pédagogiques. Donc il y a, et là, bon, moi je suis dans mon élément, c'est-à-dire que faire passer, une expérience, la transmettre, c'est quelque chose qui m'a très vite intéressé. À 16 ans, j'avais créé un atelier photo associatif dans un quartier, et j'aimais transmettre mon savoir. Et donc quand je suis revenu ici en tant que formateur, bon là j'étais vraiment dans mon élément. J'ai une bonne expérience enfin, je l'ai vécu comme une très bonne expérience de transmission. Pas du tout, je n'ai jamais fait de la vidéo. Jamais fait de la vidéo de ma vie. C'est quelque chose. Oui, non, je connais pas. Oui, sûrement. Euh, je pense que pour les écoliers qui ont vécu les années audiovisuelles, enfin les années vidéogazette, les années centre audiovisuel, ces écoliers-là ont eu une vraie initiation à la lecture de l'image. Je pense qu'il y a peu d'écoliers qui peuvent avoir bénéficié d'une telle ressource. On apprenait à lire des images, on apprenait à les décoder, savoir d'où elles venaient, comment elles étaient construites. Moi-même, au centre du visuel, j'avais des cours pour les tout-petits, où je faisais de la lecture d'images, c'est-à-dire qu'on apprenait la différence qu'il y avait entre une image et le réel, apprendre à décoder ce qui était un référent, comment elle était faite, qu'une image c'est lisse alors que le réel est en 3 dimensions, qu'une image peut être froide et le réel chaud, que l'image d'un camembert ne sent pas le camembert, etc. Enfin, tout ce qui permet de savoir que c'est une image, que c'est un statut différent du réel. Donc ça, j'ai eu la possibilité de l'enseigner à des tout petits, à des moyennes sections, donc des 4 ans, quoi, avec des réactions qui étaient bouleversantes. Enfin, on sentait à quel point, pour eux, c'était très facile à comprendre. Alors que quand on enseigne à des adultes, c'est plus difficile. C'est-à-dire qu'on a tendance, dans nos cultures, à assimiler l'image à son référent. Dire, bah, c'est la même chose. On voit une image d'un bâtiment, c'est le bâtiment, alors que bon, ce n'est qu'une image. Donc ça, c'était enthousiasmant, hein, la liberté aussi avec laquelle on a pu monter des stages pour aller dans ces domaines-là.
Alors ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que non seulement on faisait de la lecture d'images, on faisait aussi, je faisais des cours d'histoire de la photographie, et puis à côté de ça, je faisais des cours de sensitométrie, de photométrie, et on pouvait aborder un spectre très large de la photographie, ce qu'on ne trouvait pas, bien sûr, dans les clubs photo, où on était plus centré sur une technique et comment dire, une pratique de la belle photographie. Alors que chez nous, on était plutôt dans une pratique de l'expression et d'une culture d'image. Alors les enfants des écoles, c'était essentiellement les professeurs des écoles. Donc c'était des écoles et du collège. Michel Coll, entre autres, Michel Coll donnait les cours à tous ceux qui étaient au collège. Et puis il y avait des professeurs des écoles, des instituteurs, qui venaient se former quelques heures auprès de moi pour savoir comment gérer l'atelier et qui emmenaient des classes. Donc il y avait quand même un grand public touché. Hein. Et puis moi, je faisais les ouvertures le soir pour les habitants. Donc je faisais quelques cours pour les tout petits et puis les ouvertures libres du soir, plus les stages du week-end. Voilà. Et je me rends compte que ça a touché énormément de gens. Je faisais le compte, quand j'ai quitté le centre du visuel, je me rappelle, j'avais compté que j'avais eu environ 1500 stagiaires en photographie. Et certains soirs, j'avais plus de 50 personnes qui venaient à l'atelier. Alors l'atelier était grand, bien sûr. Hein. C'était un atelier qui faisait à peu près 150 mètres carrés. On avait 12 agrandisseurs avec les bacs en commun. On avait un banc de reproduction, on avait un banc de photogravure, on avait une chaîne développement diapo, une chaîne développement négatif. On pouvait recevoir du monde. Hein. Mais on arrivait à avoir plus de 50 personnes dans une soirée de 5-6 heures. Donc ça faisait du monde. Alors combien de personnes sont venues à l'atelier de photographie du centre visuel? Ça, j'ai jamais pu le quantifier. C'est dommage. Mais... Alors, je préférais que ce soit des gens des vidéos qui répondent, parce que dans la mesure où on n'était pas dans les mêmes murs, je vivais la vidéo que par les réunions d'équipe. Je n'ai pas beaucoup fréquenté la vidéo. Je sais qu'on n'avait pas tout à fait la même politique. On était beaucoup plus sur un apprentissage du langage vidéo dans les ateliers ici en vidéo, alors que moi j'étais plus sur une expression photographique. On avait souvent des grandes discussions sur la façon d'organiser son programme de stage notamment. Je sais qu'à l'époque, moi je voulais... L'équipe audiovisuelle voulait que je fasse des niveaux en photographie, débutant jusqu'à averti. Ce que j'ai toujours refusé. Je disais, mais non, on vient pour faire des images, qu'on soit doué ou pas, c'est pareil pour moi. Donc on n'avait pas tout à fait la même façon d'aborder. Après, sur ce qui est de la fréquentation, je ne saurais pas dire. Je sais qu'il y avait beaucoup de monde aussi en vidéo, mais je pourrais pas dire. On n'avait pas un atelier comme le mien où il y avait une quinzaine de postes de travail. Hein. Donc l'organisation d'un cours de vidéo ou d'un stage de vidéo ne ressemble pas tout à fait à l'organisation d'un atelier de photographie. Donc là, il vaudrait mieux que ce soit Michel Julien, Jean Miguet et Christian Bailly qui en parlent. Oui, tout à fait. Oui. Moi, j'ai encore pas mal de personnes qui sont venues se former ici, à l'atelier photo du Centre du Visuel, qui ensuite ont fait une carrière en photographie, que j'ai accompagné pour se présenter à l'école d'Arles ou une école de photographie, et qui ont fait une carrière par la suite. Ouais. Et je rencontre régulièrement des gens qui me disent « Ah, Pierre, oui, je venais à l'atelier. » La semaine dernière encore, quelqu'un que je n'avais pas vu depuis 30 ans. Donc c'est très souvent que je rencontre des gens qui venaient à l'atelier, qui venaient faire des photos de famille ou une exposition. D'ailleurs, c'est ça que je trouvais très intéressant.
dans cet atelier, qui était ouvert à un public le plus large possible, c'est que on avait un grand bac avec 2 chaînes de produits, révélateur, bain, d'arrêt et fixateur, lavage, et tout autour, une douzaine d'alvéoles avec chacun son agrandisseur. Et il y avait aussi bien des photographes qui étaient photographes et qui venaient pour développer, pour tirer des photos pour une exposition, et puis des parents qui venaient faire les photos de famille, et qui étaient dans le même bac, qui échangeaient. C'était très intéressant de voir ce mixage. Et ça, je pense que c'est tout à fait à l'image de ce que voulait Vidéo Gazette et le Centre Visuel, à savoir ce mixage, ce brassage de personnes avec des objectifs très différents. Et peut-être que ça ressemble aussi au projet Villeneuve, qui était aussi d'accueillir, intégrer, brasser, projet urbanistique. Et c'est vrai qu'on a vécu quelque chose de très fort avec des personnes d'origine ou de culture ou de pratiques différentes aussi, de pratiques différentes. Les amateurs avec les professionnels qui pratiquaient ensemble, c'était très intéressant. Il y avait d'une part un rôle d'organisation, c'est-à-dire que j'ai dû en enquiquiner un paquet quand même, des gens à leur expliquer qu'il fallait absolument être très rigoureux sur la propreté, sur ce qui est sec, ce qui est mouillé. Dans un atelier de photo, on ne va pas avec les mains mouillées sur la zone sèche, etc. Donc j'étais très pointilleux et je sais qu'il y avait des fois on s'accrochait un peu parce que j'étais un peu le gardien du bon fonctionnement de l'atelier. Donc ça, c'était de l'organisation, régler les agrandisseurs. Chaque jour, je refaisais le parallélisme des agrandisseurs, etc. Donc c'était un boulot d'organisation. Et puis à côté de ça, j'essayais de sensibiliser le plus de monde à la culture photographique, à savoir ce qu'est qu'une image photographique, donc faire de l'histoire de la photographie. J'avais fait constituer une petite bibliothèque pour que les gens qui viennent puissent aussi lire des ouvrages de grands photographes. On organisait des expositions, notamment avec l'Artothèque de Grand Place, Michel Dolman. Voilà, c'était... Pour moi, le bon équilibre, c'était d'avoir un outil en parfait état, et puis cette ouverture à l'expression photographique. Je ne pense pas que militant corresponde à mon tempérament. Je suis quelqu'un plutôt doux et réservé. Mais d'une certaine façon, oui, pourquoi pas. C'était une façon pas de forcer, mais d'amener les gens vers cette ouverture à la photographie, qui soit autre que celle qu'on peut voir dans certains journaux où la photographie, c'est faire la photo la plus nette, les couleurs les plus éclatantes et le tirage le plus grand, le plus piqué. Enfin, j'étais à milieu de ça. Voilà.